Il existe deux grands types de roues, les roues à bandage ou les roues monoblocs. Sur les locomotives à vapeur, on va retrouver presque tout le temps des roues à bandage. La mise au point des roues monoblocs ne fut pas facile, car le corps et le bandage d'une roue ne travaillent pas de la même façon. Le bandage doit être en acier très dur pour résister à l'usure, alors que le corps en acier plus doux doit pouvoir absorber les chocs auxquels il est soumis. C'est pourquoi on retrouve sur les locomotives des roues à bandage, c'est-à-dire que le bandage autour de la roue ne fait pas partie intégrante de la roue, et la plupart du temps, ces roues sont à rayons. Les roues des locomotives à vapeur se distinguent très nettement des autres roues du chemin de fer. Le côté spectaculaire vient d'une part de la grande dimension des roues motrices et d'autre part du mouvement singulier des gigantesques embielages qui les animent. Leur grand diamètre est surtout dû au souci de diminuer leur vitesse de rotation afin de ménager l'embiellage dont les assemblages fatiguent beaucoup en raison du mouvement alternatif qui les anime. Ainsi, les locomotives de vitesse pour train de voyageurs par exemple ont un diamètre compris entre 1,80 m et 2,10 m, alors que les locomotives pour les trains de marchandises qui sont plus lentes et qui ont besoin de plus de couple vont avoir des roues d'un diamètre inférieur compris entre 1,20 m et 1,50 m. Sur les roues à bandage, on retrouve des marques bien spécifiques en travers qui reprennent le bandage et le corps de la roue lui-même, de manière à permettre aux mécaniciens de vérifier qu'il n'y ait pas eu rotation du bandage par rapport à la roue. Le point d'attache des bielles à la roue crée un balourd important en service. C'est pourquoi la roue motrice à rayon de la locomotive comprend à l'opposé du point de fixation une tare en forme de secteur plein qui lui donne un aspect de roue semi-pleine. Les axes d'essieu permettent de créer la liaison entre les roues. Ils supportent la charge et les mouvements de la locomotive. Ces roues sont emboîtées à froid sur les axes d'essieu. Sur les locomotives à vapeur, ils peuvent avoir des formes spécifiques suivant qu'ils vont recevoir les boîtes d'essieu à l'intérieur, mais également les embielages des cylindres moteurs se trouvant à l'intérieur du châssis. Les boîtes d'essieu des locomotives à vapeur sont semblables aux boîtes d'essieu par coussinet que l'on retrouve sur les anciens wagons, les anciennes boîtes d'essieu qui ne sont pas à roulement à billes. La grande différence, c'est que sur les locomotives à vapeur, ces boîtes d'essieu sont placées à l'intérieur de l'essieu et non à l'extérieur. Ainsi, les boîtes d'essieu sont constituées de deux parties. Dans sa partie supérieure, on retrouve un coussinet donc en bronze recouvert d'un métal anti-friction. Et dans la partie inférieure, c'est la sous-boîte avec le dispositif de graissage, le support de la sous-boîte et l'attache du palier. Dans cette partie supérieure, le métal anti-friction graissé par l'huile contenue dans la partie inférieure est appelé régule. Dans la partie inférieure, les ressorts de suspension sont fixés à la boîte d'essieu par des tourillons.
Pour le guidage des paliers d'essieu dans les découpes du cadre, on utilise des guides de boîte d'essieu reliés de manière rigide au longeron du cadre. Ces guides permettent d'augmenter la surface de contact avec la boîte d'essieu pour lui permettre de guider correctement la locomotive tout en assurant de suivre les déformations de la voie. Pour relier les roues motrices entre elles, on va utiliser des bielles dites bielles d'accouplement. Les bielles d'accouplement transmettent la force du maneton de la roue motrice au maneton des roues accouplées, ces manetons étant emboutis à froid dans les roues. Ces bielles doivent, tout en offrant une grande résistance contre la rupture, être conçues aussi légères que possible afin que les masses en mouvement ne deviennent pas trop importantes. Avec l'augmentation de la puissance des locomotives, les bielles ont pris une forme de double T qui remplit au mieux les exigences de légèreté et de résistance. Comme pour les boîtes d'essieu, les bielles d'accouplement sont équipées d'un métal anti-friction appelé régule. Et juste au-dessus de ce palier, on va trouver un feutre de graissage avec une poche à huile. C'est cette poche à huile que le mécanicien remplit lors de la préparation de sa locomotive. La crosse, elle, est munie de patins en bronze garnis de métal anti-friction. Elle coulisse sur ce que l'on appelle la glissière qui est réalisée en acier forgé. La crosse donc entoure toute la glissière. Afin de pouvoir être montée, elle est construite en deux parties. Soit elle est munie d'une plaque latérale, vissée après coup, soit une pièce intermédiaire, fermant la partie supérieure de la crosse et fixée au moyen de vis d'ajustage. Au-dessus de cette crosse, on peut voir qu'il y a un petit réservoir, c'est un réservoir de graissage, toujours sur le même principe, comme les bielles d'accouplement par exemple. Les bielles motrices sont forgées d'un seul bloc à l'aide du marteau-pilon avant d'être usinées et affinées. Une fois l'usinage terminé, une personne
va vérifier que le régule, le revêtement anti-friction à l'intérieur du palier ne présente aucune anomalie. Les bielles motrices sont construites sur le même modèle que les bielles d'accouplement. Elles relient le maneton de la roue motrice à la crosse qui est entraînée par le cylindre moteur. Beaucoup de systèmes de bielles étaient équipés de paliers en deux parties. À l'intérieur de ce palier, on retrouve des coquilles qui présentent l'avantage de rattraper l'usure du palier. Plus tard, les paliers en deux parties ont été abandonnés pour laisser la place à des paliers à bagues d'une seule pièce. L'avantage étant de pouvoir construire des têtes de bielle plus robustes. La bielle motrice est reliée à la crosse. La crosse reporte la force verticale qui apparaît en fonction de l'inclinaison de la bielle. Sur la roue motrice, sur le maneton de la roue motrice, on observe une pièce bien spécifique et très importante qui s'appelle la contre-manivelle. Observez bien le mouvement de cette pièce qui est solidaire de la roue. C'est elle qui va gérer la distribution de vapeur au niveau du moteur. Le maneton excentré de la contre-manivelle transmet le mouvement du mécanisme moteur par la bielle d'excentrique à la distribution. Ainsi, la bielle d'excentrique vient se fixer sur ce que l'on appelle la coulisse. La coulisse, c'est la pièce centrale de la distribution, plus précisément de la distribution extérieure. À l'intérieur de la coulisse, on retrouve la bielle de commande du tiroir, qui va transmettre le mouvement combiné du mécanisme moteur et de la position de la coulisse par la tige de tiroir à la distribution intérieure.
Rattaché à la bielle de commande de tiroir, on trouve le levier d'avance. Le levier d'avance transmet à la tige de tiroir, en plus du mouvement de la bielle de commande du tiroir, un déplacement auxiliaire qui a pour but de permettre l'admission anticipée linéaire des tiroirs de distribution cylindrique, en passant le point mort du piston. Le levier d'avance est articulé par la crosse au moyen de la barre d'entraînement. Si l'on considère le moteur à vapeur dans son fonctionnement le plus simple, c'est-à-dire l'ouverture de la lumière d'admission pour pousser le piston et l'ouverture de la lumière d'échappement pour simplement que la vapeur usagée s'échappe, la bielle d'excentrique et la bielle de commande du tiroir sont suffisantes pour manœuvrer le tiroir dans ses positions, donc ouverture et fermeture, en fonction de l'admission de l'échappement. Dans ces conditions, nous aurions que deux phases, la phase d'admission et la phase d'échappement dans le fonctionnement du moteur à vapeur. En réalité, en premier, on profite de la propriété qu'a la vapeur de fournir un travail important en se détendant. L'admission est donc limitée à une partie de la course et elle est suivie de la détente. L'échappement est lui aussi limité à une partie de la course et il est suivi de la compression. La compression, elle prépare le remplissage du cylindre et elle amortit l'élan des organes en mouvement, notamment le piston et la bielle. Mais à cela, il faut ajouter deux phases. En effet, pour que le cylindre soit bien rempli d'un côté du piston et bien vidé de l'autre, lorsque le piston commence sa course, on pratique les avances à l'admission et les avances à l'échappement. C'est donc avec le levier d'avance qui est commandé par la barre d'entraînement qui est fixée à la crosse que l'on va obtenir cette avance à l'échappement et cette avance à l'admission. Ainsi, le levier d'avance est en fait un levier auxiliant. Cette avance n'entre donc en compte que quand le piston est en fin de course, que ce soit à droite ou à gauche, c'est-à-dire le point mort droite ou le point mort gauche. En fait, le temps d'ouverture, que ce soit à l'admission ou à l'échappement, va être plus long. Puis, quand le piston va être à mi-course, le déplacement va de nouveau être normal. Reste maintenant à voir le changement de marche et le réglage de la puissance à l'admission au moteur à vapeur. Dans le fonctionnement de la distribution, la pièce principale est la coulisse. Il en existe deux types, soit des coulisses à deux faces, qui sont deux flasques en fait réunies par une entretoise, soit des coulisses à une seule flasque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bielle de commande du tiroir va se déplacer à l'intérieur de la coulisse en un point fixe que j'ai représenté ici par une vis, mais en réalité, c'est-à-dire que cette bielle de commande, elle va pouvoir se déplacer tout au long de la coulisse de haut en bas, mais toujours sur la même distance. Elle coulisse à l'intérieur, dans une rainure, à l'intérieur de la coulisse, de la distribution.
Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Donc la position point mort, on va dire, c'est la position centrale au niveau de la coulisse. Donc quand la barre de commande du tiroir de distribution se trouve sur cette position point mort, le tiroir admet de l'air sur les deux faces du piston. Ainsi, le piston est immobilisé. Ça peut être aussi une position de marche à vide, par exemple, c'est-à-dire que la locomotive roule mais sans consommation pratiquement de vapeur. Le sens de marche n'est pas donné dans cette position. Quand on déplace le levier de changement de marche, le levier de commande de tiroir se déplace également et le tiroir va laisser s'évacuer l'air d'un des côtés du piston. Comme de l'autre côté l'air continue à agir, le piston se déplace donc et actionne l'arbre de changement de marche. Ainsi, partant du point mort, quand on va actionner le levier de sens de marche dans un sens, on va obtenir la marche avant. Dans l'autre sens, on obtient la marche arrière. Toutes les graduations comprises entre ce point mort et la pleine vapeur, qui soit haut et bas, va constituer des crans de traction, c'est-à-dire des crans de puissance d'admission. Pour simplifier, on peut dire que quand la commande du tiroir, la barre de commande du tiroir se déplace le long de la coulisse, on va modifier la longueur du rayon qui va être situé entre le point fixé sur la coulisse et l'axe au niveau du levier de commande du tiroir de distribution. Ainsi, on va augmenter ou diminuer la course au niveau du tiroir de distribution cylindrique à l'admission ou à l'échappement et la puissance du moteur. Les deux leviers de relevage sont liés entre eux par l'arbre de relevage. Sur le levier de l'arbre de relevage vient se greffer la barre de relevage. La barre de relevage traverse un guide qui est fixé sur le corps de la chaudière avant de pénétrer dans la cabine sur la console de changement de marche.
La console de changement de marche est ici de type unifié. À l'extrémité de la barre de relevage qui est en forme de fourche, un écrou prend place pour venir se fixer sur une vis sans fin. En tournant le volant, on déplace cette vis qui va permettre de changer le sens de marche et régler l'admission de la locomotive. Sur le dessus de l'écrou de la vis sans fin, on retrouve un index de graduation pour visualiser l'emplacement du sens de marche et de la puissance à l'admission. Le volant de changement de marche est équipé d'un levier de verrouillage d'écran en fait. Simplement, c'est un doigt qui va venir se placer à l'emplacement du cran pour pas que le volant puisse être manœuvré par accident. Ici, les crans sont enclenchés grâce à la petite manette rouge. Ce type de distribution, dit Walchat du nom de son inventeur, est robuste, de fonctionnement sûr et d'un entretien peu onéreux. Les réglages y sont faciles et elle est très bien adaptée aux exigences spéciales de ces locomotives. Il y avait l'art, le mystère de la fabrication. Ce quelque chose que le hasard du martelage ajoute au métal, que le tour de main de l'ouvrier monteur donne aux pièces, la personnalité de la machine, la vie.